Bon, il est 18 heures, donc je pense qu'on va pouvoir commencer cette nouvelle session pour les webinaires de la FHU. On est maintenant à mi-parcours hein, jusqu'au 16 décembre prochain. Et donc, aujourd'hui, on va aborder une thématique qui finalement n'a jamais été vue dans nos webinaires, hein, qui est celle de l'oncologie et qui est pourtant extrêmement porteuse dans le domaine du microbiote. Donc, je vais laisser Romain Cohen présenter notre intervenant. Je rappelle à tout le monde que la présentation sera suivie d'une discussion, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Pour ça, vous utilisez le chat et on se fera vos porteurs de voix pour essayer justement d'animer la deuxième partie de ce webinaire. Romain, je te laisse la parole. Merci. Euh, et bonjour à tous. Donc, on a effectivement le grand plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui Marc Ilmy, qui est un collègue oncologue médical qui travaille à l'Institut Curie Saint-Cloud dans l'équipe de Cindy Neusier et qui a effectué son travail de thèse de science sur la thématique du microbiote intratumoral, en particulier dans le cancer du pancréas. Et c'est une marque et une grande force pour nous pour qu'on comprenne au sein de la communauté oncologique l'importance du microbiote et de ce qui se passe en intratumoral et surtout de voir les difficultés pour ce qui concerne les méthodes de détection du microbiote en intratumoral. C'est pas si facile que ça. Donc, je vais laisser Marc nous présenter son travail pour parler effectivement de la détection, mais également de ce vers quoi on va avec les essais cliniques et vers la modulation du microbiote qui, j'espère, aura un impact sur l'efficacité de traitement et le pronostic de nos patients. Marc, je te laisse la parole et merci à toi d'être là ce soir. Merci, ben merci beaucoup pour cette introduction et puis merci à la FHU PACEM d'avoir proposé de présenter mes travaux de thèse. Donc je vais commencer à partager ma présentation. Hop. C'est parfait. Alors je vais juste switcher normalement. Est-ce que vous voyez bien le plein écran? Oui, c'est parfait. C'est OK? OK. Ok, donc en effet, comme on parle de... Donc avant de rentrer en détail de l'analyse du microbiote, je vais quand même donner quelques mots d'introduction sur le cancer du pancréas. Déjà au niveau épidémiologique, donc c'est vraiment un cancer qui touche tous les pays du monde, et en particulier les pays occidentaux comme la France et les États-Unis. Et la problématique de ce cancer, c'est que l'incidence est en forte augmentation. Dans les années 90, on avait environ 3700 cas par an en France. Et là, en 2023, on est arrivé jusqu'à 16 000 cas par an. Donc il y avait vraiment une augmentation en flèche de l'incidence. Et cette augmentation d'incidence n'est pas entièrement expliquée par les facteurs de risque connus, notamment le vieillissement de la population ou la consommation de tabac, par exemple. Donc il y a plusieurs hypothèses qui sont en train d'être générées, pas confirmées aujourd'hui, notamment les pesticides, le cadmium, mais il y a aussi l'hypothèse du microbiote. Le microbiote oral, intestinal et même pancréatique est différent si on a un cancer du pancréas ou si on n'a pas de cancer du pancréas, mais le lien de causalité est difficile à établir. L'autre problématique de ce cancer, c'est qu'il a un pronostic qui est très sombre, puisque la survie globale à 5 ans, tout stade confondu, est de 11%. Et donc, malgré quelques progrès thérapeutiques, la mortalité a une tendance à l'augmentation en parallèle de l'augmentation d'incidence. Et c'est pourquoi ce cancer est prédit pour être la deuxième cause de mortalité par cancer aux États-Unis et en France d'ici la fin de la décennie. Donc, c'est la courbe violette qu'on voit ici, à cet endroit-là. Et donc, une des raisons de ce pronostic très mauvais, c'est que 50% des cancers du pancréas sont diagnostiqués à un stade métastatique et qu'en dehors des anomalies moléculaires qui sont assez rares, on a en fin de compte peu d'options thérapeutiques pour ces patients, soit des chimiothérapies à base de 5-FU, soit des chimiothérapies à base de gemcitabine. Et donc, moi, je vais surtout me concentrer sur les stades qui sont localisés, puisque c'est surtout sur ce type de matériel qu'on a pu travailler pour le microbiote. Donc les stades qui sont résécables d'emblée, c'est des patients qui ont un cancer qui n'a pas de contact artériel et qui a un faible contact veineux, absent ou très faible. Et donc c'est des malades qui peuvent être opérés d'emblée.
Et chez ces malades, on s'est recommandé de faire la chimiothérapie post-opératoire à tout le monde. Et donc, ça a été basé d'abord sur un essai qui a montré que la gemcitabine, une chimiothérapie, doublait la survie sans progression de ces patients. Mais quand on regarde le bras chirurgie seul en pointillé, on s'aperçoit qu'il y a seulement 10% des patients qui sont sans récidive au long cours. Et donc, en fait, 90% de ces malades sont déjà métastatiques au diagnostic. Donc, le cancer du pancréas, même au stade résécable, en fin de compte, est une maladie métastatique. On ne sait pas très bien en fait quels patients vont récidiver, donc des études ont essayé de prendre en compte les différents facteurs cliniques, anapathes et sociaux pour essayer de prédire la récidive de ce type de cancer, mais en fin de compte la prédiction est assez mauvaise avec un C-index à 0,77. Donc il y a vraiment une mauvaise identification des patients qui vont rechuter et c'est pour ça qu'on donne de la chimiothérapie post-opératoire à tout le monde. Si on rentre un peu plus dans la biologie, la particularité de ce cancer, c'est qu'il a un stroma très abondant. Donc le stroma, en fait, c'est dans la masse cancéreuse, il y a les cellules du cancer qui sont ici, mais il y a aussi tout ce qui est à côté, et notamment la matrice extracellulaire, les fibroblastes, les cellules immunitaires, qui sont les deux cellules les plus importantes dans ce stroma. Et donc le stroma, dans le cancer du pancréas, ça peut monter jusqu'à 80% du volume tumoral. Et les CAF, donc les fibroblastes associés au cancer, c'est les cellules qui sont, on va dire, qui jouent un rôle vraiment très pivot dans ce micro-environnement, puisqu'ils interagissent avec tous les autres types de cellules, les cellules immunitaires, les cellules tumorales, même les CAF entre eux. Donc, ils sont identifiés comme chefs d'orchestre de ce milieu, et c'est eux qui sécrètent la matrice extracellulaire, l'hypoxie, l'immunosuppression, et donc ils sont à l'origine un peu de ce micro-environnement très particulier dans le cancer du pancréas, qui peut être susceptible de sélectionner certaines bactéries. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a eu plusieurs classifications pour essayer de déterminer quels étaient les différents types de CAF, au même titre qu'on essaie de déterminer les différents types de cellules immunitaires. Il y a des CAF qui sont antitumoraux et des CAF qui sont plutôt pro-tumoraux. Donc, il y a eu plusieurs classifications qui ont été réalisées. Et donc pour les cellules immunitaires, c'est exactement le même principe. Il va y avoir des cellules immunitaires qui sont pro-tumorales, comme les lymphocytes T CD8, pardon, les pro-tumorales comme les lymphocytes T régulateurs, les MDSC, les macrophages de type 2, et à l'inverse des cellules antitumorales, comme les cellules dendritiques, les cellules T CD8, T CD4 par exemple. Et quand on arrive sur les cellules tumorales, donc là, pareil, c'est très rapide, mais c'est pour vous dire qu'il y a deux sous-types de cellules tumorales sur le plan moléculaire, quand on a les expressions de gènes de ces cellules tumorales. Le sous-type classique qui est associé à des gènes de différenciation épithéliale est plutôt un bon pronostic. Et à l'inverse, le sous-type basal qui est associé à des gènes de transition épithélio-mésenchymateuse est un mauvais pronostic. Il y a eu plusieurs classifications moléculaires qui ont essayé de prendre en compte également le milieu immunitaire et le milieu fibroblastique pour déterminer qu'il y avait 5 sous-types moléculaires de cancer du pancréas, mais ça, c'est pas du tout utilisé en pratique clinique. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des interactions entre les CAF, les cellules immunitaires et les cellules tumorales, et que plus récemment, les bactéries sont apparues comme nouveaux partenaires de ce micro-environnement tumoral. Et pendant longtemps, on a pensé que le pancréas était un organe stérile, mais en fait, il y a des bactéries au sein du pancréas et plus de bactéries au sein du pancréas tumoral. Et ces bactéries appartiennent plus particulièrement à la classe des gamma-protéobactéries. Elles sont souvent d'origine digestive. L'hypothèse la plus probable, c'est que les bactéries en fait migrent du duodénum par voie rétrograde pour arriver petit à petit vers le pancréas. Donc elles ne sont pas seulement là par hasard et a priori ces bactéries auraient aussi un rôle. Et un des rôles qui a été mis en évidence dans cet article qui a fait pas mal de bruit, c'est que certaines bactéries digestives étaient capables de sécréter une enzyme, la cytidine déaminase, qui va désactiver l'effet de la chimiothérapie gemcitabine. Donc les souris qui avaient des antibiotiques avaient une croissance tumorale beaucoup plus lente que celles qui n'en avaient pas. Et ça a été retrouvé dans plusieurs séries rétrospectives. Aucune série prospective aujourd'hui, mais rétrospective où les patients qui avaient des antibiotiques avaient une survie qui était meilleure que ceux qui n'en avaient pas, à la fois au stade métastatique et au stade localisé. Et donc là, cette diapositive résume un peu les différentes fonctions potentielles des bactéries au sein du cancer du pancréas concernant sa progression. Donc on a parlé de la résistance au traitement, mais il y a aussi une immunosuppression qui peut être induite, des voies inflammatoires qui vont générer l'inflammation pancréatique et augmenter la progression et l'initiation du cancer du pancréas. Et enfin, la mutation de gènes protumoraux comme TP53 ou CARAS. Donc, je ne me rends pas compte si dans les personnes qui écoutent ce webinaire, elles sont assez sensibles sur la mesure des différentes diversités bactériennes.
Mais en gros, il y a deux indices qu'on va utiliser pour mesurer les différentes compositions bactériennes. La première, c'est l'alpha-diversité. Donc l'alpha-diversité, en fait, c'est un score qui va augmenter en fonction de la présence des bactéries. Donc plus on a de différentes espèces détectées, donc c'est la richesse, plus le score va augmenter, et plus la composition entre les différentes bactéries détectées est homogène, et plus le score va également augmenter. Donc par exemple, on a l'indice de Shannon qui est souvent utilisé ou de Simpson, et donc ça, c'est l'evenness. Et puis après, on a la bêta-diversité. Donc la bêta-diversité, ça va mesurer la différence de composition entre les échantillons. Donc, quand on prend plusieurs échantillons, on va essayer de voir s'ils sont plutôt proches entre eux en termes de composition ou plutôt éloignés. Et donc, si on prend l'exemple de composition de bactéries du tube digestif d'un nouveau-né, on va être beaucoup plus proche d'un enfant de 6 mois par rapport à un adulte. Et si on prend l'exemple de différents échantillons qui viennent de différents endroits du corps humain, la bêta-diversité est représentée comme ça, on analyse en coordonnées principales. Et donc les échantillons qui viennent du même endroit, ils clusterisent ensemble. Et ceux qui sont éloignés, bah, ils sont plutôt à distance sur le graphique. Et donc, il existe plusieurs techniques d'analyse dans le microbiote. Donc là, je ne montre pas toutes les techniques, mais certaines qui peuvent être utilisées. Donc, une des plus fréquentes, c'est l'amplification du gène de l'ARN ribosomal 16S. Donc, on va prendre certaines régions très variables de ce gène et puis on va séquencer pour essayer de déterminer à quelle partie, telle ride, telle partie de la séquence appartient à telle bactérie. Et plus on descend dans la résolution, donc là, si on prend l'exemple de E. coli, si on arrive à avoir Escherichia, c'est très bien déjà, c'est le genre, mais on peut descendre plus loin idéalement à E. coli. Et ça, l'amplification 16S n'est pas très efficace pour arriver jusqu'à la résolution de l'espèce. Par contre, la métagénomique ou la métatranscriptomique, en tout cas, là, je parle sur échantillon tumoral, hein, tissulaire. Donc la métagénomique peut arriver à ce niveau-là, mais donc là, on va extraire l'ADN total, identifier uniquement les rides qui vont s'aligner au génome bactérien et puis assigner chaque ride à une bactérie en particulier. Et puis on peut faire la même chose avec la métatranscriptomique. Donc la même chose avec l'ARN. Donc si on parle un peu de métatranscriptomique, il y a une publication dans Nature en 2020 qui a montré que que en fait, à peu près 1 à 3% des rides qui étaient détectées venant du séquençage de l'ARN des patients qui avaient un cancer étaient en fait d'origine bactérienne et qu'on pouvait assigner une sous-partie de ces rides à des bactéries précises jusqu'au genre. Et en plus de ça, en fonction des bactéries détectées, on pouvait déterminer quel était le primitif à l'origine. Sauf que cette publication a été rétractée récemment, surtout en raison pardon, de deux biais méthodologiques majeurs. La première, c'est qu'il y avait une mauvaise transformation des données brutes, ce qui en fait perturbait les modèles d'intelligence artificielle et qui générait des signatures artificielles selon les primitifs. Donc c'était faux, en fait, ces résultats étaient faux. La deuxième erreur majeure, c'est que les bases de données de référence bactériennes et humaines étaient fausses, étaient en fait plutôt pas assez récente, ce qui fait qu'on avait beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire des bactéries qui en fait n'étaient pas des bactéries, qui étaient à la base des rides d'origine humaine. Et donc les faux positifs, c'est un biais majeur dans les analyses microbiotes, c'est vraiment ce qu'on veut essayer d'éviter. Le deuxième problème dans les analyses, c'est le risque de contaminants. Donc autant qu'en analyse des sels, le risque de contaminants en rouge, ça peut représenter une très faible proportion des bactéries détectées. Dans ce cas-là, ça va peu gêner les analyses. Par contre, quand c'est des échantillons tissulaires qui ont faible biomasse bactérienne, notamment les échantillons tumoraux, là tout de suite les contaminants. Donc là, je vous montre un exemple, par exemple, d'une bactérie qui est corrélée fortement à la fois au lymphocyte NK et au CD8. L'autre observation intéressante, c'est que dans les microdissections que je vous ai montrées, certaines tumeurs avaient le ganglion qui était à proximité. Et en fait, quand on prenait les 17 patients pour lesquels on avait à la fois la tumeur primitive et le ganglion à côté, il y avait vraiment une composition bactérienne très similaire dans le ganglion à proximité. Et donc là, sur les bêta-diversités, on voit vraiment bien ça. On voit par un trait en rouge le primitif et le ganglion qui sont reliés entre eux. Et donc il y a vraiment une similarité très forte entre les différents échantillons. L'autre observation intéressante, c'est qu'on voyait qu'il y avait pas mal de bactéries qui étaient associées à un envahissement ganglionnaire en analyse multivariée et qui était associé à la survie globale également. Donc il y avait une vingtaine de bactéries qui étaient associées a priori à un pronostic et potentiellement associées à la migration du primitif vers la métastase. Donc là, on voit qu'il y a une association entre les bactéries et les composantes épithéliales stromales, qu'il y a une forte similarité entre le primitif et la métastase.
et qui a un rôle potentiel de certaines bactéries, donc quid de l'augmentation du potentiel métastatique. Donc là, c'est des générations d'hypothèses. Donc là, ce qui est prévu, c'est de valider les bactéries candidates qui ont été détectées dans un autre essai clinique où on a 200 échantillons de cancer du pancréas réséqués et on a le RNA-seq qui vient d'être terminé pour essayer de voir si on a les mêmes associations statistiques qui sortent. Une fois qu'on a validé les bactéries dans ces différentes cohortes, on les visualisera par RNAscope. Donc, c'est des panels de sondes qui vont directement se fixer à la séquence bactérienne d'intérêt. Et puis, une fois qu'on a vérifié leur présence, on va faire des modèles de co-culture et on pensait partir sur des modèles de tumeurs sur puce où en fait on peut mettre en croissance les bactéries avec les différents types de cellules présentes dans le cancer du pancréas et voir comment les bactéries peuvent moduler les différents compartiments cellulaires. L'autre perspective, c'est que suite à Shiva 01, donc dans l'essai que je vous avais montré avec les métastases, on vient d'avoir le financement pour le faire sur Shiva 02, qui représente exactement le même type de design que Shiva 01, où on a également accès aux métastases et pour un quart des cas, accès aux primitifs appareillés, et où là, on va détecter les bactéries par des technologies différentes et principalement avec le RNA-seq, et faire un phénotypage lymphocytaire un peu plus précis, puisqu'auparavant, on avait juste l'information lymphocyte qui infiltre la tumeur et le PDL1. Là, on va clairement phénotyper les lymphocytes et on pourra faire un lien entre les bactéries et les différents phénotypes, et puis ensuite accéder et faire le lien avec les variables cliniques. L'autre perspective, c'est qu'il y a un essai national qui va ouvrir premier trimestre 2025, que j'ai la chance de coordonner avec Cindy Nozier, qui est ma directrice de thèse, et Mathieu Delay et Paul Gougis, qui travaillent également à l'Institut Curie. Et donc, dans cet essai, on va prendre des patients qui ont un cancer du pancréas métastatique en deuxième ligne, et on va essayer de voir si ce qui a été vu en rétrospective sur l'ajout de l'antibiotique à la chimiothérapie se voit également sur un essai randomisé. Donc là, les patients vont avoir une chimiothérapie standard, plus ajout du Ciflox uniquement les jours de chimiothérapie, avec un autre bras où il y a du placebo avec. Et donc là, cet essai va débuter là, début 2025. La force de cet essai, c'est qu'on a prévu un ancillaire fort avec des prélèvements longitudinaux de salive, de sang et de sel pour détecter les bactéries. Donc là, on a plusieurs partenaires avec qui on va travailler, notamment Harry Sokol et Nicolas Benec, pour détecter les différentes bactéries. Donc voilà, je suis à votre écoute pour les différentes questions. Donc j'aimerais vraiment remercier déjà mon laboratoire de thèse pour avoir beaucoup soutenu dans ces différents travaux, et puis la FHU PACEM, notamment Harry Sokol et Marius Bredon qui nous ont fait part de leur expertise. Voilà, je vous remercie et puis je suis à votre écoute pour les différentes questions. Merci beaucoup, Marc. Euh, je vais laisser les intervenants, les participants poser leurs questions via le chat. Et je voulais te remercier pour ta présentation qui est très, très claire et très riche. On voit qu'il y a il y avait beaucoup de travail. On se rend compte aussi à quel point c'est difficile de mettre au point des techniques, surtout quand le matériel n'est pas si simple à obtenir. On parle quand même de cancer du pancréas et que c'est compliqué d'avoir des résultats qui soient euh, de l'ordre de l'affirmatif quand on sait tous les biais qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que si on a du matériel, c'est qu'a priori le patient a pu être opéré, etc., etc., etc. Euh, moi, j'avais, en attendant que les participants posent leurs questions, j'avais une ou deux questions. Je me demandais, à la toute fin de ta présentation, tu parlais là euh, de l'impact pronostic du, euh, du microbiote intratumoral dans le cancer du pancréas. Tu disais également au début d'introduction que c'était probablement des bactéries qui venaient du duodénum et qui remontaient. Du coup, je me demandais s'il pouvait y avoir, est-ce que c'était la même chose, le microbiote intratumoral, en fonction de la distance à la papille? C'est-à-dire la Alors, localisation de la tumeur dans le pancréas et la composition microbiotale intratumorale. hmm. Est-ce qu'on sait des choses là-dessus? Alors, moi, j'ai testé dans les différentes cohortes qu'on avait déjà si le microbiote de la tête était différent de la queue, et la réponse est non. J'ai vu passer également d'autres publications qui montraient qu'il n'y avait pas de différence au sein du pancréas tumoral, tête ou queue.
Et après, ce qu'on sait, c'est que les bactéries qui sont au niveau du duodénum et de la bile, du liquide biliaire, sont très très similaires par rapport aux bactéries qui sont au sein du pancréas. Donc, en tout cas, en local, il y a une écologie qui est quand même assez similaire. Par contre, quand on prend l'exemple de la bouche et quand on prend un peu plus à distance, par exemple la bouche, là vraiment, c'est très différent parce que on prend l'exemple du Porphyromonas, qui est une bactérie qui a été montrée comme dans plusieurs séries associée à une augmentation d'incidence du cancer du pancréas. Par contre, au sein intratumoral et même du pancréas bénin, impossible de détecter le Porphyromonas. Donc, est-ce que c'est le même rôle que l'Helicobacter, par exemple, dans le cancer de l'estomac, où ça va générer des lésions précancéreuses et puis en fait, au stade cancéreux, ça va disparaître? Ça, c'est vraiment des travaux qui sont en cours. Il y a des publications qui montrent qu'il y a du porphyro, par exemple, au sein des lésions prénéoplasiques, mais pas au niveau du pancréas tumoral. Mais ça, c'est pareil, c'est très débattu. Des publications vont dire qu'il y en a, d'autres qu'il n'y en a pas du tout. Et là, ça met en contraste un peu ce que je vous ai montré sur les méthodes d'analyse. Dès qu'on change de méthode d'analyse, dès qu'on change de technique d'analyse, qu'on ne prend pas bien en compte les contaminants, on peut vraiment arriver à des résultats différents. Donc là, je pense qu'au sein de la communauté d'analyse du microbiote, il y a vraiment besoin d'un consensus pour arriver à un accord sur ces différentes détections. D'ailleurs, maintenant, dans les publications, impossible de publier correctement sur ce sujet si on montre une seule technique sur une cohorte sans validation. Maintenant, on est obligé de faire plusieurs méthodes de détection différentes pour confirmer les résultats. Mais du coup, pour revenir à ta question, au sens vraiment de l'écologie locale, c'est quand même très similaire en fait entre duodénum et pancréas. Je vais me permettre de rebondir avec une question qui est effroyablement naïve. Ta présentation a clairement pour moi changé, ouvert un paradigme qui est celui de la présence de bactéries au sein de cet écosystème du pancréas et qui aurait une origine par le duodénum. Finalement, quel est le véhicule? Enfin, comment on explique cette physiopathologie? Oui, c'est très très mal expliqué. On n'arrive pas bien à dire comment les bactéries arrivent à migrer du duodénum en rétrograde vers le pancréas, mais probablement que c'est en fait de la mise en continuité, hein, qu'en fait c'est par continuité, ils arrivent à proliférer le long des canaux. Maintenant, pourquoi certaines bactéries vont être sélectionnées et pourquoi certaines plus particulièrement au sein du cancer du pancréas, c'est dur à dire. Ce qu'on sait sur d'autres localisations comme les cancers du côlon et les cancers ORL, c'est que les bactéries, elles se situent surtout dans des zones qui sont hypoxiques et immunosuppressives. Et donc ça, c'est exactement l'environnement du cancer du pancréas. Ça va vraiment générer quelque chose de très particulier et donc potentiellement certaines espèces vont pouvoir proliférer en particulier à cet endroit-là. Mais je pense que le premier facteur, c'est la continuité via les canaux. C'est beaucoup. J'en profite pour poser les questions du chat. Une question qui concerne les autres constituants du microbiote. Est-ce il y a des phages? Est-ce qu'il y a des archées? Et ce qui amène à une seconde question qui est, puisque tu parlais de milieu hypoxique et de milieu fibreux, comment est-ce que vous avez décidé du choix d'antibiotiques Mm. dans l'essai clinique à venir et de la dose et par rapport à la diffusion intratisculaire? Donc, Oui. première question sur les autres constitutions du microbiote intratumoral, deuxième question sur la posologie du Chiflox. Alors donc déjà pour l'antibiotique, donc en fait on a pris l'antibiotique par rapport aux études rétrospectives qui avaient été montrées et par rapport au Science qui a été publié, parce que dans cette étude c'était des quinolones qui étaient montrés comme associés à une réduction de la croissance tumorale. Donc on a repris le même antibiotique, on s'est également mis en lien avec des infectiologues de Bichat et donc ils nous ont confirmé que c'était un des antibiotiques qui avait une des meilleures diffusions tissulaires. Et pour limiter justement les bactéries multirésistantes, on le donne vraiment le jour de la prise de chimiothérapie et pas au long cours. Notamment, c'est des patients qui vont être à risque de faire des complications infectieuses, donc on a envie quand même d'éviter les bactéries résistantes. Et dans l'essai, c'est prévu de faire des écouvillons rectaux pour monitorer ça, essayer de voir si on n'est pas en train de générer chez ces patients des bactéries résistantes. C'est vraiment le risque principal en fait de cet essai, donc ça, on va faire vraiment très attention à le monitorer. Donc, à la fois pour l'efficacité, donc pour l'efficacité en tout cas, c'est vraiment sur les études rétrospectives et fonctionnelles, murines. Et après, l'autre question, c'était sur je veux bien que tu répètes, s'il te plaît, Romain, pour être sûr. Bien sûr. C'est sur les autres constituants potentiels du microbiote intratumoral. Est-ce qu'il y a autre chose que des bactéries? Est-ce qu'il y a des phages? Oui. Donc pour les phages, donc ça c'est aussi un nouveau. Donc le pipeline que j'ai montré permet donc de mapper les différents reads aux bactéries, mais on peut également aligner les différents reads
à des virus. Et donc, en effet, nous, on détecte des virus et des archées et on enlève les reads, parce que nous, c'est pas la question scientifique qu'on pose, mais on enlève, il y avait 0,3% ou 0,5% de virus et à peu près 1 à 3% d'archées. Donc ça, nous, on a enlevé ces reads-là, mais en effet, on en détecte et c'est une voie de recherche. Le problème, c'est les phages, c'est pour la thérapie aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a des gens qui s'y connaissent peut-être mieux que moi dans l'audience, mais aujourd'hui, c'est pas encore assez efficace la thérapie basée sur les phages. C'est notamment sur la sécurité, sur l'efficacité, etc. Donc, pour l'instant, c'est encore au stade vraiment assez précoce, mais en tout cas, on en détecte. Ça, c'est sûr qu'on en détecte. Et des espèces fongiques? Et on détecte aussi des espèces fongiques, mais alors en encore plus petite proportion. Et ça, on le voyait aussi avec le CESES, parce que sur le panel Chiagen V1, V9, il y a également les régions ITS pour détecter les champignons. Et ça, on en détecte un tout petit peu, et c'est surtout du Candida et du Malassezia, ce qui est concordant avec ce qui a été publié aussi auparavant. Et est-ce que tu as, les, les tumeurs que tu as analysées, est-ce que tu avais les éventuels traitements antérieurs des patients, s'ils avaient pris des IPP, s'ils avaient pris tel ou tel type d'antibiotiques Ah ouais, ok. alors ça, c'est vraiment une très bonne question. Donc ça, c'est un biais majeur parce que le problème du microbiote, c'est qu'il est tellement influencé par beaucoup d'autres paramètres, le tabac, l'obésité, les médicaments et tout ça, que ça, c'est une information qui est cruciale à avoir. Dans la cohorte des patients que j'ai analysés des 85, on n'avait pas accès à tout ça. Par contre, dans Prodige 24, dans l'essai clinique, on aura accès à ces données-là. Donc, on a regardé dans les comédications, c'est renseigné, probablement sous-renseigné, parce qu'on ne renseigne pas toujours des fois dans les comptes rendus, mais en tout cas, les patients chez qui on a l'information, ils l'ont eu. Donc, on pourra essayer de regarder si la modulation est également faite par la prise d'antibiotiques. Et dans l'essai panoramique, on a prévu de renseigner en détail les comédications et aussi les habitudes alimentaires. C'est prévu également d'avoir ces informations-là. Et il évoquait la question sur les IPP, les inhibiteurs des pompes à protons. C'est vrai qu'ils sont quand même très présents dans cette prise en charge. Est-ce que vous êtes allé voir dans la mesure où on module complètement le pH? Alors, comme on n'a pas souvent accès à cette information clinique, on n'a pas pu encore regarder cette donnée-là. C'est rarement renseigné dans les infos cliniques, recherche clinique. Donc là, dans les essais cliniques, on va recueillir cette information pour regarder plus en détail l'impact des IPP sur la composition du microbiote. Mais là, actuellement, on n'a pas analysé ces données-là. Sachant que la prévalence de l'usage des IPP chez les patients atteints de cancer du pancréas, que ce soit en situation métastatique pour gérer les histoires de reflux liés à la chimiothérapie ou en situation localisée opérée euh, en prescription post-opératoire, on est quand même à beaucoup, beaucoup de patients qui en reçoivent. Ouais, on a des données préliminaires sur ça, sur le SNDS. On a travaillé avec l'Institut national du cancer avec Benoît Rousseau et on avait ces données des IPP dans la population cancer et même cancer en fait du côlon et du rectum. On montait à 50% à peu près de prise en fait d'IPP dans les 3 derniers mois qui suivaient la chirurgie, précédé la chirurgie. Et dans le pancréas, on était à 75%. Donc c'est vraiment très très fréquent, hein. J'en profite pour te poser une autre question parce que ça m'a un petit peu perturbé. Je crains d'avoir mal compris. Quand vous avez comparé le microbiote au niveau des métastases de l'étude c'était Shiva, Oui, je crois, Shiva. tu as dit que le microbiote dépendait du site métastatique. C'était pas le même microbiote intramétastase, selon que c'était une métastase pulmonaire, ganglionnaire, hépatique. Oui. Il y a quand même une corrélation avec le cancer d'origine, ou pas? Non, non, quand en fait, nous, Donc, tu es alors en dans cette. contradiction avec les publications, avec la Alors la publication première. d'Assante qui disait que, en fait, on était capable de prédire le primitif en regardant le microbiote de la métastase. C'est ça. Nous, quand D'accord. on a designé cette étude, on pensait revenir en fait quand on avait l'information primitive, on se disait que ça pouvait potentiellement moduler la diversité du microbiote. Sauf qu'en fait, cette étude dans Science a montré uniquement avec le Fusobacterium nucleatum, donc c'était une bactérie, et c'était que dans le cancer du côlon. Ok. Donc nous, là, on avait plusieurs types de primitifs, et la limite de notre étude, c'est qu'on n'avait pas le primitif correspondant. On n'avait que la métastase. Donc là, c'est prévu dans Shiva 02 de là avoir accès à la métastase, au primitif à la base, pour voir si on a la même composition entre le primitif et la métastase. Mais en tout cas,
quand on a les métastases, on ne peut pas dire que la composition varie selon le primitif à la base. Maintenant, est-ce que c'est patient dépendant? Maintenant, est-ce que chaque patient a un microbiote qui est pareil entre le primitif et la métastase? Ça, c'est une question qu'on va explorer dans Shiva 02. Sachant que néanmoins, localement, enfin de manière loco-régionale, le ganglion péritumoral a le même microbiote intratumoral que la tumeur du pancréas même. Ce que tu montres. Exactement. Ok. Dans le pancréas, oui. Oui. Tu nous as dit justement que le ganglion donc, la métastase avaient un profil de microbiote similaire quand ils étaient à proximité. Si on s'intéresse au ganglion à distance, on perd cette similarité? Alors, c'est une question qu'on pourra répondre uniquement dans Shiva. C'est vrai que nous, on n'avait que l'information à proximité et au sein de la tumeur. Et encore une fois, il faut vraiment le primitif et la métastase matchés. Et ça, en fait, c'est des échantillons qui sont très durs à avoir. On a rarement, en fait, cette double information. Mais dans Shiva 02, on a pu avoir un sous-set de patients où on aura cette information pour essayer de voir si la distance, en fait, avec la distance, le microbiote devient différent. Sachant qu'il faut que ce soit des prélèvements au même moment, parce que à partir du moment où Exactement. c'est pas au même moment, on a tué un grand biais. Il y a deux questions. Il y a une question qui concernait le témoin rétine, juste pour vérifier que c'était pas un, un abus de langage. Enfin, tu te disais que c'était du staph doré, et que c'était souvent un contaminant. Est-ce que la question c'était est-ce que c'était pas du staph blanc? C'était principalement du staph aureus, donc du D'accord. staph doré en effet. C'était à 35% du coup du staph aureus et le reste est des espèces de staph blanc. Mais en fin de compte, les deux sont des contaminants potentiels, hein. Et deuxième question qui concerne le travail à la recherche d'une bactérie candidate, Sphingomonas par exemple, est-ce que comment vous allez travailler dessus ou si finalement c'est pas celle qui vous semble être la plus pertinente? Alors aujourd'hui, on a généré pas mal d'hypothèses sur différents types de bactéries qui peuvent être associées à l'invasion ganglionnaire, au pronostic et aux sous-types de cellules. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on sera beaucoup plus confort à le confirmer dans une autre cohorte de patients. Donc aujourd'hui, pour dire on va travailler sur telle ou telle bactérie, c'est encore trop précoce. On aura l'information dans les prochains mois là qui vont arriver. Et puis c'est important de la visualiser aussi parce que il y a toujours des biais potentiels avec ce que je vous ai montré. Donc on va sélectionner probablement une dizaine ou une quinzaine de bactéries qui sont confirmées dans les deux cohortes, les visualiser. Et puis les bactéries qui sont visualisées, là on va les mettre en culture et essayer de voir comment ça peut moduler l'évolution des cellules. Mais Sphingomonas c'est a priori un bon candidat, hein. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette bactérie? Je suis pas sûre que tout le monde la connaisse. À titre personnel, je ne la connais pas. Donc, voilà, un petit peu un petit peu sa carte d'identité. Alors, le Sphingomonas, globalement, ça appartient aux protéobactéries. C'est surtout détecté dans tout ce qui est digestif. Il y a beaucoup, donc dans Sphingomonas, il y a une trentaine d'espèces hein, qui sont potentiellement détectées. Donc après, sur le rôle, on va dire mécanistique dans le cadre du cancer, il y a pas beaucoup de données qui sont disponibles. Donc aujourd'hui, c'est surtout le Faecalibacterium prognithi qui a été montré par Harry Sokol. Il y a certes Akkermansia mucinifila. Il y a quelques bactéries qui ont été montrées comme associées vraiment de manière robuste à la réponse à l'immunothérapie ou au pronostic. Mais pour Syngomonas, ce n'est pas encore le cas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bactérie gram-négative qui est présente dans le tube digestif, qui est souvent dans le cancer du pancréas. Mais je ne peux pas encore vous en dire plus aujourd'hui. Claire. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions, mais sinon, moi, je pourrais ne jamais m'arrêter. La question, en fait, ça m'interroge beaucoup parce qu'il y a tellement de biais. Euh, et tu évoquais les biais liés au FFPE, les biais liés à l'âge de la tumeur. En l'occurrence, dans l'essai clinique pour lequel vous allez avoir le RNA sec, c'était du FFPE, Mhm. j'imagine, qui Oui, date d'un petit moment. oui. Donc, ça sera compliqué à gérer. Est-ce que, euh, est-ce que ça veut dire, quand on construit un essai clinique dans le cancer du pancréas ou dans d'autres cancers, qu'il faut non pas trouver l'argent pour stocker les bouts de tumeur
Et puis on verra ce qu'on fait après lorsqu'on aura l'argent pour financer le translationnel. Mais est-ce qu'il faut d'emblée congeler, mais c'est pas toujours facile, ou est-ce qu'il faut d'emblée faire l'extraction euh, ARN, ADN tout de suite? Mm. Enfin, est-ce que ça doit Ouais. changer ce que tu racontes, notre manière de gérer le, les collections biologiques adossées à nos essais cliniques et puis à nos cohortes en général? Alors, oui, oui, alors totalement. C'est-à-dire que en fait, on peut rattraper certaines choses in silico, essayer de décontaminer, avoir des contrôles négatifs. Il y a des packages qui existent pour identifier un peu plus les contaminants que les non contaminants. Mais en effet, un échantillon qui est ancien, qui a été beaucoup manipulé, qui n'a pas été extrait tout de suite, etc. Tout de suite, ça, bien sûr, ça va être des choses qui vont être impossibles à gommer totalement in silico. Donc, si on veut étudier les bactéries aujourd'hui dans les nouveaux essais cliniques, il faut s'y prendre dès le début. Et en effet, idéalement faire du congelé, idéalement extraire d'emblée, idéalement prendre des précautions dans la manipulation des échantillons. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et je pense que plus le microbiote va prendre de l'impact dans le cancer, et plus c'est des choses, bah, notamment quand on est impliqué dans les essais cliniques, il faudra qu'on garde en tête si on veut faire de l'ancillaire de qualité. Ça, c'est totalement quelque chose à avoir en tête dans le futur. Et c'est ce qu'on essaiera de faire dans l'essai qui va être lancé là. Je pense que ça, c'est un message qui est extrêmement important par rapport à la mise en place des essais. C'est vrai qu'on utilise beaucoup les bibliothèques de prélèvement, nos CRB. Finalement, s'il y a une évolution, comme tu le dis, au cours du temps sur les analyses qu'on va en faire, il y a une vigilance très forte et une maîtrise dès le départ à envisager. Il va falloir vraiment que ce message soit diffusé largement auprès de toute la communauté du microbiote. Tout à fait. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on... Est-ce qu'il y a encore... Il y a une dernière question qui Yes. concerne Oui. une personne qui demande s'il y a des fonctions bactériennes que vous prévoyez de tester sur les bactéries candidates qui seront retenues, telles que l'activité protéolytique euh, et la dégradation de la matrice extracellulaire. Ouais. Alors, tout à fait. Donc, il y a des. Donc, ça, c'est une part des analyses qu'on va faire. Donc, on peut faire des analyses fonctionnelles aussi et des différents pathways qui peuvent être impliqués avec les bactéries. Donc, ça, c'est des analyses qui sont prévues dans l'essai Prodige 24. Et donc, c'est un des avantages aussi du RNA-seq. C'est qu'on peut accéder au fonctionnel potentiellement et générer des hypothèses. Maintenant, ces hypothèses devront être confirmées dans les modèles de co-culture et dans le in vitro. Euh, ça devra être, mais c'est tout à fait, c'est des choses qui vont être faites, oui. Je crois que Guy Gorochoff a levé la main. Je ne Oui, sais pas s'il peut. Alice. Non, je crois que c'était un peu une erreur, je suis désolé. Mais en même temps, je me posais une question depuis le début, quelque chose de simple. Donc, en fait, ce que tu préconises finalement pour les analyses sur sur ces échantillons difficiles, c'est plutôt l'ARN, pour ouais, faire tout à simple. fait sur la FFPE, en tout cas le CESES pour avoir beaucoup essayé. Et bah, c'est vrai que là j'ai présenté en une slide, mais en fait c'était beaucoup de différents types de paramètres dans les packages, différents packages, différentes technologies. Vraiment c'est pas robuste. Je pense que ça c'est et d'à côté c'est inquiétant parce que quand on voit les publications, il y a beaucoup de publications qui ont fait du CESES sur FFPE et vraiment pour le coup c'est pas robuste ce qu'on détecte. Donc Hmm. moi je recommande pas du tout le CESES pour le FFPE. Euh, mais l'ARN qui n'est pas parfait, du coup je vous l'ai montré, hein, c'est pas parfait, mais par contre on a beaucoup plus de cohérence par rapport au CESS. Et pour quelqu'un Et ça, là, qui est ouais, pas anapathe, l'acronyme FFPE, ça veut dire quoi? c'est fixé au formol et inclus en paraffine. D'accord. C'est la méthode de stockage des anapathes quand ils ont les échantillons. Non. Merci. Il t'est demandé justement, mais je pense que la réponse, elle va être très directe, si ces interférences, et notamment par rapport au CESS, apparaissent même en déparaffinant. Oui, tout à fait, parce que quand on déparaffine, bah, il y a encore plus de manipulation, encore plus de dégradation du coup de l'ARN, et en effet, oui, ça impacte encore plus du coup le CESS, oui, tout à fait. De toute façon, je pense que le problème fondamental, c'est la fixation. Enfin, c'est
d'abord la fixation avec le Oui, formol qui doit avoir un impact tout à fait. évidemment C'est le formol hein, délétère. qui dégrade. Oui, oui, Et ensuite, la paraffine qui n'est pas complètement neutre au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que ça se dégrade au contraire de la congélation. Hmm. Bon, ben, je crois qu'on va pouvoir un petit peu clore ce webinaire qui est vraiment passionnant et un grand merci à Marc Inmy et à l'équipe de Curie pour cette présentation qui était très claire, très pédagogique, qui remet finalement en question un certain nombre de dogmes sur lesquels on pouvait s'appuyer, qui nous donne des pistes importantes et qui témoigne de la maîtrise technologique qu'il faut avoir par rapport à la gestion des échantillons. On peut faire toutes les hypothèses que l'on veut. Si nos échantillons de départ ne sont pas adaptés, ça va être compliqué. Tout Donc, à fait. un grand, grand merci et je pense qu'il y aura peut-être des retours ultérieurement pour avoir d'autres éclaircissements par rapport à un sujet qui est passionnant. Merci beaucoup, Marc. Merci, merci, merci Mina, beaucoup. voilà, j'allais demander à Mina de nous remettre la suite du programme. Donc, on se Oui, retrouve la semaine prochaine, on se retrouve merci le 4 beaucoup. novembre. Merci Romain, merci Nathalie, merci à Marc pour ces superbes présentations. Merci à tout le monde, merci à Marc. Merci Merci, hein. beaucoup. Rendez-vous avec Jérémy Selam la semaine prochaine et on va changer complètement de thématique puisqu'on va parler d'arthrose. Merci à tous. Au Bonne revoir. Au soirée, au revoir. revoir. Bonne soirée, au Merci à revoir. tous.